la loi de bioéthique a bien cadré ce qu'étaient les techniques qui doivent apporter efficacité et sécurité, et puis les conditions d'accès qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à la loi de 2011, donc jusqu'à aujourd'hui, réservées à un homme et une femme vivant en couple avec un projet d'enfant et une infertilité médicalement avérée, vivant en âge de procréer. Bon, je le dis un peu dans le désordre par rapport à la loi, mais je ne suis pas juriste et je ne connais pas la loi par cœur, mais c'est exactement ça. La grande révolution, c'est deux choses avec la loi de 2019 telle que le gouvernement la propose. C'est premièrement la suppression du caractère obligatoire d'infertilité pour avoir accès à ces techniques, et deuxièmement la modification des conditions d'accès, puisqu'il ne faut plus être un homme et une femme, mais on peut être deux femmes ou on peut être une femme seule, et de cette façon-là avoir droit de façon égalitaire aux mêmes techniques. C'est-à-dire que finalement ces modifications pourraient faire partie d'une prolongation du pacte civil qui a permis l'ouverture au mariage pour les femmes et les hommes de même sexe, plus que la loi de bioéthique, puisque finalement ça ne légifère pas tellement sur les techniques. Je n'ai pas oublié la question sur la gestation pour autrui. Elle n'est pas à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de discussion. La grande différence entre la gestation pour autrui et l'accès à l'AMP ou à la PMA pour les femmes de même sexe et les femmes seules, c'est que cela passe par l'utilisation du corps d'une autre femme, et donc ça met en question les principes éthiques fondamentaux de notre éthique nationale, c'est-à-dire la non-marchandisation et l'indisponibilité du corps humain ou de ses éléments. Et c'est ça la grande question. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de gestation pour autrui. Quand je suis interrogée sur la manifestation, c'est vrai que les opposants à la possibilité d'ouverture de la PMA aux femmes de même sexe ont d'une part cette préoccupation-là, c'est-à-dire un père est nécessaire, une maman, un papa absolument nécessaire pour l'éducation d'un enfant. Alors après, il y a des querelles d'experts, mais de nombreuses études dans de nombreux pays ont montré que les enfants nés de familles avec des parents de même sexe avaient un développement qui était tout à fait satisfaisant, avec très souvent une figure masculine autre, que ce soit le tonton, un ami des mères, etc. Donc la littérature scientifique est plutôt très rassurante. Mais dans les manifestations récentes, il y a cette problématique-là, mais il y a aussi l'épouvantail de la gestation pour autrui qui devrait être autorisée secondairement par un souci d'équité entre deux femmes homosexuelles et deux hommes homosexuels. Or, à l'heure actuelle, c'est les femmes qui portent les enfants, donc ça met en jeu quelque chose de très différent. Pour que deux femmes homosexuelles aient un enfant, pour qu'une femme seule ait un enfant sans homme, il faut un don de spermatozoïdes. C'est un recueil de spermatozoïdes. Ça pose les questions de génétique, de filiation, auxquelles la loi essaye de répondre, d'ailleurs, en ouvrant l'accès à la connaissance des origines à la majorité de l'enfant. C'est un autre projet, enfin c'est une autre partie du projet. Par contre, pour que deux hommes qui ont le droit à l'heure actuelle de se marier, qui sont des citoyens comme les autres avec leur projet d'enfant, le droit à l'enfant contesté par certains devrait passer par
le corps d'une autre femme qui accepterait de porter un enfant pendant 9 mois. On rappelle que porter un enfant pendant 9 mois, c'est pas un événement anodin. C'est 9 mois de vie et la grossesse, 9 mois de grossesse, pour moi en tant qu'obstétricienne, c'est un bouleversement physique et psychique de conséquences durables pour toutes les femmes. Donc ça peut être très harmonieux, il peut y avoir des conséquences médicales, mais les objections que l'on peut poser sont d'ordre médical, mais sont aussi tout autres, c'est-à-dire l'importance du lien mère-enfant pendant tout ce temps de gestation, le devenir des femmes après cette grossesse, dont peu d'études font état. On n'a pas le recul sans doute. On n'a pas le recul. La marchandisation qui existe dans énormément de lieux où cela se passe. Bon, on a tous en tête les images de ces grandes structures indiennes où on voit les femmes qui sont là en train de couver, dirais-je, jusqu'au moment où elles vont mettre au monde un enfant pour quelqu'un d'autre et où elles y ont été obligées pour des motifs économiques importants. Les revirements de loi dans des pays comme au Cambodge où la gestation pour autrui était autorisée, a brusquement été interdite et les femmes porteuses ont été mises en prison, c'était il y a quelques mois, et ont été dans l'obligation de garder l'enfant qui n'était pas plus le leur, même biologiquement, puisque c'était avec les spermatozoïdes de l'homme, de la femme qui ne pouvait pas porter l'enfant, etc. etc. On parle beaucoup dans nos réflexions en France de la possibilité d'une GPA éthique. Certainement que pour certaines femmes, il y a la possibilité de penser la générosité pour un couple ami, de penser la générosité sociétale, la possibilité, quand une femme a mené une ou deux grossesses, sans souci d'en mener une troisième pour quelqu'un d'autre. Il y a de la générosité qu'on ne peut dénier. Mais personne ne peut anticiper ni les dégâts physiques, ni l'aléa médical qui préside quand même à chaque grossesse, ni malgré tout les problématiques pour la femme dans un environnement qui a pu la voir généreuse mais qui la verra un peu comme abandonnique, c'est un peu un néologisme, pardon, pour cet enfant. Je suis persuadée que toutes les études qui montrent que les enfants nés de GPA au sein de couples homosexuels, puisque ça va être malgré tout la plus grande demande, ont une vie heureuse comme tout enfant désiré. Donc c'est pas de ce côté-là, je crois, qu'il faut se faire du souci, et plusieurs études dans les pays où ça se fait le montrent bien. Néanmoins, ce sont des situations complexes, et la technique est mise à la disposition de problématiques sociétales, donc c'est vraiment pas sur un plan médical qu'on peut en décider, mais c'est vraiment à la société d'en décider. Par contre, et pour terminer, sans que ce soit un encouragement à la gestation pour autrui qui reste interdite en France, que les enfants nés de GPA puissent ne pas être stigmatisés et avoir une existence sociétale comme les autres enfants, avec reconnaissance de la mère et du père dès la naissance ou dès qu'ils sont ici, je pense que c'est vraiment une bonne mesure, parce que ça soulevait trop le sentiment d'injustice par rapport à ces enfants. Mais il faut prendre garde à ce que ça ne soit pas une incitation. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette présentation, ce parallèle, cet aspect scientifique et médical. Juste dernier mot, on peut juste rappeler qu'en 30 ans d'AMP, les techniques médicales se sont largement développées,
et elles sont allégées maintenant parce qu'on a souvenir, il y a 25 ou 30 ans, de techniques lourdes avec l'implantation obligatoire l'implantation de plusieurs embryons qui était quelque chose de compliqué, de difficile pour la maman, de dangereux pour la maman. Tout ça s'affine. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est très important pour les gens qui nous écoutent, dans notre dialogue, nous regardent. Beaucoup de pays imposent à l'heure actuelle le transfert d'un embryon et pas plus. Ça n'est pas le cas en France, on fait appel à la responsabilité médicale et dans leur immense majorité, les médecins adhèrent et arrivent à faire adhérer les couples à cette notion de transfert d'un seul embryon, non seulement pour éviter les grossesses multiples de haut rang, triplés, quadruplés, etc., mais également les jumeaux, qui arrivent naturellement bien sûr, mais que notre médecine n'a pas envie d'augmenter dans leur fréquence, parce que ce sont quand même des grossesses qui ont des conséquences toujours augmentées pour tous les risques de prématurité, de bébés de petit poids de naissance, et pour la maman aussi, peut-être de handicap, et pour la maman également. Donc ça, c'est rendu possible par l'amélioration des techniques qui nous permet d'obtenir des taux de grossesse avec le transfert d'un seul embryon extrêmement satisfaisant, et la possibilité de congeler par une méthode nouvelle depuis quelques années, autorisée depuis 2011, de vitrification, c'est-à-dire de congélation rapide, qui va permettre que les embryons soient congelés sans souci et que la décongélation permette des taux de grossesse tout à fait satisfaisant. Donc on peut être très serein, je dirais que 1 plus 1, c'est les mêmes chances que transférer 2, avec les risques de grossesse multiples en moins. On travaille néanmoins sur la santé des enfants nés après transfert immédiat ou nés après transfert, après passage par le stade congélation. Il y a des études qui ne sont pas inquiétantes, mais qui essayent de déterminer s'il y aurait plus ou moins de complications dans une technique ou dans l'autre. Donc c'est vrai que l'amélioration des techniques permet aussi d'améliorer le côté humain. Ce n'est pas vous voulez un enfant, vous acceptez tout, y compris les complications. On peut vous aider à avoir une grossesse qui sera une grossesse quasiment comme une autre, une naissance comme une autre, et un enfant. Je ne parle pas des problématiques de don et ce dont nous venons de parler. Je veux dire que un enfant sur 30 en France, à l'heure actuelle, est un enfant né des techniques d'assistance médicale à la procréation, insémination, fécondation in vitro ou autre. Et donc c'est un phénomène qui est devenu banal. Et donc c'est fondamental qu'avec ce nombre-là, on puisse se dire que ce sont des techniques qui marchent et des techniques qui donnent des enfants qui sont en bonne santé, avec quelques éléments péjoratifs qui sont essentiellement liés à l'âge parental un petit peu plus élevé, notamment l'âge de la maman, et au contexte d'infertilité plus qu'aux techniques. Et je terminerai cet entretien, si je le peux, par un domaine qui me semble extrêmement important dans les modifications actuelles de la loi, peu médiatisé finalement par rapport à l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules, très important mais qui concerne un petit nombre de personnes. C'est une problématique qui touche toutes les femmes qui sont en âge de souhaiter avoir un enfant, qui est la possibilité à l'heure actuelle, dans la loi, de demander la conservation de ses ovocytes pour une femme à un moment où elle serait en âge d'avoir un enfant, où sa situation personnelle, soit qu'elle n'ait pas le futur papa avec qui le faire, soit une situation socio-économique difficile dans un engagement professionnel qui ne lui permet pas d'être enceinte à ce moment-là. Donc de conserver ses ovocytes, il s'agit d'un cycle de fécondation in vitro comme un autre, avec une stimulation hormonale pour obtenir des ovules. Et simplement, on ne va pas jusqu'à la fécondation. On sait préserver des ovules. Ça peut être un faux espoir parce qu'il faut obtenir un certain nombre d'ovules pour penser pouvoir avoir une grossesse ultérieurement. Donc,
ce n'est pas un miracle de la médecine. Il y a certaines indications, mais là encore, c'est du domaine de la médecine qui va en décider, selon le cas de chaque femme. Néanmoins, il est fondamental, comme l'a dit le Conseil national d'éthique, d'informer sans encourager, puisqu'il vaut mieux faire un enfant tôt quand on peut et qu'on a la chance d'être en couple, mais pour les femmes qui ne le peuvent pas, il y a maintenant l'ouverture à l'autoconservation dans un certain nombre de centres autorisés en France, publics et privés, et on espère que cette autorisation de l'ensemble des centres pour pouvoir répondre à la demande va être obtenue. Il y a cette possibilité pour les femmes d'y réfléchir, de venir en parler, de s'informer sur leur fertilité à un moment où elles voudraient avoir un enfant, mais elles ne sont pas en situation de réaliser ce projet, et le cas échéant, éventuellement, d'avoir recours à la préservation. On en parle peu, et c'est quelque chose de très important dans les modifications bioéthiques proposées au débat parlementaire ces jours-ci. Merci de l'avoir abordé en tout cas. Merci, docteur Applebois. Merci. Merci beaucoup.